Le monde est plein de mystères. Ce qui est connu nous satisfait, nous déçoit ou nous lasse. Ce qui est inconnu nous indiffère, nous effraie ou nous galvanise. Quoi qu'il en soit, on est attaché à notre zone de confort. Et si on décidait de voir la vie autrement? Dans Fragments d'essence, nous allons vers l'inconnu sous toutes ses formes. Nos principes, l'authenticité et la bienveillance. Nos objectifs, recréer du lien humain et partager les points de vue. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Ensemble, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les précieux fragments de nos existences, croiser les regards et partager la richesse du monde qui nous entoure. Parce que ce qui fait une société ne peut se voir qu'au-delà des artifices, des barrières sociales et des jugements unilatéraux. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Salut, c'est Florian et je te souhaite la bienvenue dans ce 57e épisode de Fragments d'essence. L'hiver approche à grands pas et c'est sous une fine pluie que je m'apprête à enregistrer cet épisode un petit peu spécial. Aujourd'hui, je suis dans une ville que je connais bien, puisque j'y réside depuis 2 ans maintenant, Bourgoin-Jallieu. Nous sommes donc en Isère, dans la 3e circonscription du département et à même pas 3/4 d'heure de route à l'est de Lyon. Historiquement, la cité était rattachée à la Tour du Pin, où nous avons enregistré il y a quelques mois, et servait de relais de poste entre Grenoble et Lyon, sur la route de l'Italie. Comme à Grenoble, ce temps froid me donne envie de goûter quelques gourmandises. Et ça tombe bien, puisque Bourgoin-Jallieu a quelques spécialités locales à offrir. Je pense par exemple au chaudelais, petite galette de pâte brisée salée et aromatisée au grain d'anis, dont le concepteur, au XIXe siècle, le père Pitrougnard, avait pour habitude, selon les récits, de malaxer la pâte avec ses propres pieds. J'ignore si on la produit encore aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr que cette tradition ait été conservée. On pourrait citer également la brioche de Bourgoin, préparée en l'honneur du roi Louis XI quand il était de passage, gâteau en forme de couronne et décoré de pralines et de sucre blanc. Allez, une dernière pour la route histoire de te donner bien faim, le galet du Bion, un chocolat consistant en une coquille de nougatine fourrée pralinée, le tout saupoudré de poudre de cacao. Bon, et instruisons-nous histoire d'être rassasiés. L'écrivain Frédéric Dard, principalement connu pour les aventures de San Antonio, est né en 1921 dans la ville et a lui aussi probablement beaucoup apprécié ses gourmandises. Le peintre Victor-Léon Jean-Pierre Charton, lui, a davantage été inspiré par les paysages qui lui ont notamment permis de produire nombre de peintures de style post-impressionniste. Et enfin, je me dois de mentionner cette institution qu'est le rugby dans Bourgoin-Jallieu, avec un club bergalien qui restera notamment membre du top 14 jusqu'en 2011. Comme d'habitude, on continue à faire voyager les questions des précédents épisodes, et j'entamerai donc ce premier entretien avec la question de Lise et Marc à Grenoble. S'il ne vous restait qu'une semaine à vivre, qu'en feriez-vous? C'est parti pour ce 57e épisode. Place au fragment d'essence. Alexis et Fabienne, enchanté. Alors Alexis et Fabienne, si vous pouviez vous décrire en un seul mot l'un et l'autre, qu'est-ce que vous diriez? Un seul, c'est pas beaucoup, hein. Il est sérieux avec sa question là. Le premier pas dans une case quoi. Le premier qui vous vient en tête. Non, mais moi je vais faire facile, je vais tricher, je vais tirer avant lui et je vais dire atypique. Atypique, d'accord. En dehors des cases. En dehors des autorisé. cases. Bah voilà, vous vous retrouvez tous les deux. Hein. Non, t'as triché. En 3 dehors mots. des cases, c'est une expression. Moi, j'ai trouvé un mot. Ah mais tu t'as spoilé, t'as volé le mot.
Je savais très bien ce que je faisais, ouais. Ouais. Diversité. Allez, Je maintiens. allez, super. Si vous deviez présenter Bourgoin-Jallieu à des inconnus, qu'est-ce que vous recommanderiez? Moi, j'aime Bourgoin-Jallieu parce que c'est une ville à taille humaine. 30 000 habitants, il y a plein de... en termes de transport, c'est accessible. Enfin, on est proche de Lyon, il y a l'aéroport, il y a le train, il y a Grenoble, il y a Chambéry. On est sur une région qui est assez sympa et diverse. Du coup, ville à taille humaine qu'on peut faire à pied en ayant... Moi, ça répond à pas mal de mes besoins. Donc, c'est une ville agréable de mon point de vue. Je suis un peu chaud là. Moi, j'ai choisi la mutation ici parce qu'il y avait la gare à côté de l'établissement scolaire où je suis. Ouais. Et donc, c'est pratique. Mais en dehors de ça, j'aurais pas de choses positives à dire sur Bourgoin. C'est possible aussi. Hein. J'ai une question pour vous qui nous vient directement de Grenoble. S'il ne vous restait qu'une seule semaine à vivre, qu'est-ce que vous feriez de cette semaine? Alors moi, je rentrerai à l'île de la Réunion, déjà. Et je passerai tout mon temps avec mes amis et à manger tous mes plats préférés. C'est quoi les plats préférés? Alors, beaucoup de foie gras. Et, À La Réunion, c'est beaucoup de foie gras? non, et puis après, tous les petits plats de ma mère ou de ma grand-mère, des choses comme ça. C'est meilleur. Ouais, exact. Ouais, je crois qu'il y aurait un côté faire le maximum de temps de partage qualitatif et nourrissant et d'essayer d'être dans une énergie de joie et voilà, de passer des moments quali. Super. On aime bien ramener aussi des citations chaque semaine qui diffèrent. Aujourd'hui, c'est une citation de Blaise Pascal qui dit « Le pessimisme est affaire d'humeur, l'optimisme est affaire de volonté ». Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est vrai qu'on a beaucoup de raisons d'être pessimiste souvent. Enfin, le cerveau humain, en plus, il est câblé pour voir ce qui ne va pas, qui pourrait être un potentiel danger. Et donc, je pense que pour court-circuiter ce système qu'on a dans notre cerveau, effectivement, ça demande de la volonté, ouais. Peut-être en étant ultra synthétique, c'est une question de choix et de choisir comment je regarde, ou quelles lunettes je mets, ou quel verre polarisant je mets pour regarder les choses. Donc une question de choix. Comment on choisit l'optimisme alors? Comment ça se matérialise au quotidien? Et ben, moi, par exemple, je tiens un journal de gratitude tous les matins et tous les soirs, il y a une petite perspective de la journée et je resélectionne les 3 meilleurs moments de la journée, par exemple. Super ça. Et du coup, ça va vraiment aider à maintenir un mental qui va plutôt vers des choses positives et optimistes qu'un mental qui rumine des choses pessimistiques. Ouais, je suis assez aligné sur la réponse. C'est comment on cultive ce qui est cool dans nos journées plutôt que de regarder ce qui est pas cool. Comment on est en bonne santé, enfin comment on entretient sa bonne santé mentale. Plutôt être sur des énergies positives plutôt que de regarder les infos et qui vont te déprimer en 2 secondes ou te donner envie de te suicider parce que tu vois comment va le monde et les choses qui bougent, etc. Pour rester optimiste, je pense que faut couper les infos. Couper les infos, c'est une étape hyper importante. Et puis se connecter sur des sources d'infos au contraire qui montrent qu'est-ce qu'il y a de beau dans notre vie, qu'est-ce qu'il y a de beau dans le monde, qu'est-ce qu'il y a de beau à côté de chez nous, et de cultiver ça, quoi. Je crois que c'est pareil comme la citation, c'est sur quoi je focalise et sur quoi je me concentre. Est-ce que je me concentre sur ce qui a été pourri dans ma journée ou est-ce que je me dis trop génial, il y a eu ça, c'était chouette, et du coup, je le conscientise et j'oublie ce qui n'était pas chouette. Est-ce que je me concentre sur il y a eu un décès ou un fait divers ou un truc comme ça, ou qu'est-ce qu'il y a de beau qui a été fait, entrepris ou autre, enfin, à quoi je me connecte, quoi, sur les sources. Vous sortez de votre lit le matin, qu'est-ce qui vous anime? La phase de réveil d'1 heure, 2 heures, 3 heures en prenant le temps, avec le café, le temps de démarrer correctement et d'être sur mon rythme. Et ce qui m'anime à sortir de mon lit, c'est quand j'ai mon quota de sommeil et que je respecte mon chronotype. C'est quoi le quota de sommeil? 8-9 heures. 8-9 heures. On 10. les a? Hein? On les a? J'essaye. Je sais. C'est bien. C'est une discipline à avoir. Fabienne? Moi, ce qui m'anime, je pense, c'est la curiosité. De savoir qu'est-ce qui va se passer, comment je peux interagir avec des gens pour en faire quelque chose de joyeux ou de nourrissant ou de drôle, quoi. Si vous aviez un projet à porter
Et si vous en aviez les moyens, surtout, quel serait ce projet ? Moi, je voudrais créer une école. Une école qui respecte les rythmes de l'enfant et ses vrais besoins, plutôt que les process industrialisés qu'on a à l'heure actuelle. Alors, c'est quoi vos recommandations ? Les rythmes de l'enfant, les enfants, ils ont besoin de sommeil, justement, comme on en parle. Et là, de les faire lever à 6h du matin pour choper un bus, pour être à l'heure, des choses comme ça. Donc, des horaires, et puis un peu plus de flexibilité, de liberté, pour que ce soit un endroit où la créativité puisse s'exprimer. Je crois des lieux de vie ou des habitats où on ne serait pas divisé, où on ne fonctionnerait pas en silo. C'est-à-dire on aurait une approche systémique sur son rythme de vie, sur la question de l'habitat, sur la question des liens sociaux, sur la question du travail, de l'alimentation. Et donc comment on ne divise pas ces dimensions-là, ou qu'on les met de côté et qu'on a une appréhension du vivant et de l'être humain global pour faire ce qui est vraiment bon pour être en bonne santé, qu'elle soit physique ou mentale. Qu'est-ce que vous auriez aimé apprendre à l'école ? Tout ce que je découvre depuis que je suis adulte. Ouais. Concrètement, qu'est-ce que vous avez appris sur le tas ? La nutrition, la psychonutrition, les rythmes. Moi, rien que Il y a énormément de choses, quoi. Moi, des trucs qui donneraient la confiance en soi. Par exemple, Ouais. moi, j'avais pas de confiance en moi jusqu'à très tard. Et je pense que ça, c'est une base fondamentale qui permet d'aller explorer le monde. Ouais, qu'on vient de nous apprendre, prendre la parole en public. Comment gérer un budget, comment fonctionner dans ce monde qui est un peu particulier. Comment connaître quelles sont ses Ouais. forces. Et comment on développe nos êtres et comment on est outillé pour être des êtres et pas être dans le faire ou l'avoir, mais vraiment développer la partie être humain, quoi. Ça, j'aurais adoré qu'il y ait cet éveil-là et cet accompagnement, et en tenant compte des différentes dimensions. Le rythme, l'activité, l'alimentation, etc. Alors justement, quel est le message que vous aimeriez porter ? C'est possible. Enfin, c'est possible. De prendre soin de soi. De quoi ? Ouais. C'est possible. C'est pas parce qu'on n'a pas eu ça enfant que c'est pas possible d'aller le découvrir et d'aller le travailler. Il y a un espoir. J'espère. Ouais. On arrive sur la fin. Quelle Ouais. question vous aimeriez que je pose à la ou aux personnes suivantes ? Si vous étiez dictateur de la France demain, quelle serait la première mesure que vous mettriez en place ? Ah, c'est original. J'aime bien. Quelle est la première chose que tu aimerais changer chez toi ou dans ta vie ? Super. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite ? La joie. De la joie, ouais. De la joie. Waouh, les deux en même temps, c'est parfait. C'est parfait. Trop bien. Content de t'avoir rencontré. Moi aussi. Merci d'être Merci venu pour vers votre énergie et votre joie. Avec plaisir. Et puis, bonne continuation à vous. À toi aussi. Merci. Ça marche. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Élodie Et Cyril. et Cyril, enchanté. Moi, c'est Florian. Enchanté. Alors, Élodie, Cyril, est-ce que vous pourriez vous décrire l'un l'autre en un mot ? Alors, en un mot. C'est Ouais. compliqué en un mot. Waouh. Manuel. Manuel. Alors, moi, Pour je sais Élodie. pas. Je dis Manuel. Ah, pour Elodie. Ah oui, oui. Ah, Non, Ah l'autre. oui, mais du coup, Manuel pour Cyril. Rêveur, je dirais. Rêveur, d'accord. Et allez. Active. Active. Ouais. Active. On aime bien demander aux gens qu'on rencontre de nous poser une question pour les personnes suivantes. Ah. Et du coup, j'ai 2 questions pour vous, Ouais. d'Alexis et Fabienne. Ok. Fabienne qui vous demande d'abord, demain, si vous êtes dictateur de la France, quelle est votre première mesure ? Dictateur de la France, quelle est la première mesure Un truc festif. Je sais pas quoi. Ah ouais. Mais moi, ce serait de plus parler à nos voisins ou de renouer un petit peu le contact humain, peut-être. Concrètement, comment on fait ça ? La mesure, c'est qu'on doit tous manger avec ses voisins au moins une fois par mois. Faites des voisins obligatoires tous les mois. Voilà. Un truc comme ça. J'aime bien le principe. Je sais pas, j'arrive pas trop à mettre dans la peau d'un dictateur. Ah, mais dictateur, on a une image Toi, négative. t'y es bien arrivé. j'ai Mais oui, vu. mais parce que dictateur, tu penses que c'est négatif, mais ça peut être. Faut le voir d'une.
Positif. Ouais. En gros, t'imposes quelque chose Oui, à tout le monde. donc tu es obligé d'imposer un truc négatif. Et bah, je dirais, j'imposerai un travail manuel à tout le monde. Un travail manuel. Ouais, pas D'accord. obligatoirement que ce soit que ça, mais qu'ils aient obligatoirement une activité manuelle dans leur vie. Petite appétence pour le manuel, je vois. Ouais. Enfin, même, pour moi, c'est quelque chose qui structure un peu l'humain. Et donc la question d'Alexis, si vous aviez un changement que vous pourriez faire sur vous-même, D'être moins speed, moi. moins speed, Ouais. Un changement, toi, t'as trouvé facilement, toi. Hein. Bah oui, de plus me poser. Ouais. Ouais. Et puis, je sais pas. tout est déjà parfait en fait. Voilà, c'est ça. Vous avez trouvé. Avoir plus d'humilité, voilà. Non, je pense que j'en ai de l'humilité, donc ce serait pas le problème. D'être moins anxieux des fois. Ah ouais, c'est ça, moins anxieux. Merci. Alors qu'est-ce qui vous en empêche d'être moins speed et d'être moins anxieux? Moins speed, c'est... Je pense qu'il y a un schéma éducatif quand même. Il y a une espèce d'hyperactivité. Et le fait de se poser, ça a quand même vite été Vu comme quelque chose de négatif. ouais, de négatif ou de feignant un peu. Donc je pense que c'est plus les schémas familiaux, je dirais, qui font que j'ai grandi comme ça et que du coup c'est difficile de... C'est pas naturel de le faire, voilà. Et puis pour l'anxiété, je pense que il y a aussi ça. Je pense que c'est une transmission héréditaire certainement, sur laquelle il faut travailler dessus, quoi. Après, naturellement, on a tendance à fonctionner comme ça parce que ça a été transmis. Et puis on se complaît un peu là-dedans parce qu'on connaît ça. Mais après, il faut arriver à trouver d'autres ficelles. Et puis je pense que c'est quelque chose qui vient souvent aussi de l'extérieur. C'est des gens qui nous montrent comment aborder les choses différemment, mais tant qu'on n'a pas ce côté extérieur qui arrive à nous, c'est difficile d'en sortir parce qu'on ne sait pas comment faire. Je dirais, voilà. Aujourd'hui, c'est une citation de Blaise Pascal. Le pessimisme est affaire d'humeur, l'optimisme est affaire de volonté. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ok. Ça m'évoque que le pessimisme, c'est quelque chose qui, justement, un peu ça relie un peu ce que je disais, dans le sens où le pessimisme, c'est quelque chose qui est en nous et qu'on subit. Et l'optimisme, vous avez dit, est affaire de volonté. De volonté, où justement, il faut se faire justice, faut se donner du courage et il faut se mettre un peu un coup de pied au cul pour aller vers l'optimisme, quoi. Je pense que tout ce qui est négatif vient oui, et puis de manière naturelle, quoi. Alors que la lumière, ça demande à être entretenu, quoi. Un feu demande à être entretenu, une lumière demande à être entretenue. Et quand il n'y a plus de lumière, la décrépitude vient rapidement, quoi. Moi, je le vois comme ça, ouais. Moi, j'aurais dit plus ou moins la même chose. Effectivement, le pessimisme, ça va avec l'humeur, dans le sens où c'est un peu le mood dans lequel on est. Et que c'est plus un travail d'être optimiste au quotidien, je dirais. C'est un effort à fournir. Ouais, je pense. Enfin, il y en a pour qui c'est une nature, mais je pense qu'on est vite tapé par le quotidien ou par les soucis, etc. Donc on a plus tendance à être pessimiste qu'à être optimiste. Et moi, là-dessus, je rebondirais aussi sur le lien qu'on a fait au début. Enfin, moi, vous m'avez posé la question et j'ai répondu surtout sur le travail manuel. Et je trouve qu'on peut faire un pont avec le travail manuel et l'optimisme, dans le sens où le travail manuel, ça demande à faire des erreurs, à essayer d'être appliqué. Et on ne réussit pas tout le temps, mais de par la volonté de le faire, à un moment donné, on a un résultat qui nous satisfait et qui redonne de l'estime, par exemple. Alors, c'est quoi vos travaux manuels de prédilection à tous les deux? Moi, j'en ai pas trop, pour le coup. J'en connais un qui est pas content, du coup. Ouais, je vais la quitter, finalement. Non, si tu montes à cheval, on va dire. Oui. Voilà. Oui. Elle reste débrouillarde quand même, quoi. Elle n'a pas quelque chose de prédilection. Non, oui. Elle reste débrouillarde. Et moi, c'est la maréchalerie. La maréchalerie, d'accord, c'est original ça. Oui, quand on n'a pas de chevaux, c'est original. Nous, c'est pas très original. C'est ça. Après, tous ceux qui ont des chevaux diront que c'est pas original parce qu'ils ont besoin d'un maréchal. Oui, forcément. Voilà. Forcément. C'est vrai. Demain, vous vous retrouvez sur une île déserte. Ouais. Vous prenez une personne avec vous, quelqu'un que vous connaissez pas personnellement,
Ok. Alors, est-ce qu'on se retrouve Vous tous les connaissez. deux sur l'île déserte ou chacun de notre côté? Chacun de votre côté, on va Ok. dire. Et chacun une personne. Ouais. Prends un bon cuistot, toi. C'est clair. Mais quelqu'un qui sait bouffer. Pense pragmatisme. Tu es pragmatique, alors pense pragmatisme. Non, je prendrais une personnalité qui est un peu aventurier, tu vois, bicorne, je sais pas quoi. Je suis sûre de survivre au moins. Voilà. Moi, je pars là-dessus. J'avais rencontré Lise et Marc à Grenoble qui m'ont dit on prendrait Denis Brognard. Ah ouais, mais non, il fait que présenter, lui. Moi, Ça peut être quelqu'un avec qui vous aimeriez échanger, peut-être discuter. Ouais, moi, c'est ce que je pensais. Alors, je pensais moi, à... je pensais survie direct. moi, je voyais plus le schéma d'une personne plutôt philosophe, un peu, justement. C'est ton côté river, ça. Mais après, j'ai pas forcément de nom en particulier parce que ce qu'on nous présente comme philosophe en France, c'en est pas. Enfin, Avec des gens avec qui tu te marres, tu vois. Ouais. Éric Lompré, ouais. côté de Paris, Ouais, un avec mec comme Émile ça. Lompré, ouais. Pierre-Emmanuel Barré. Ok, c'est noté. C'est noté. Voilà. Si vous aviez un projet à porter pour la société, et si vous en aviez les moyens surtout, Ok. Ouais. quel serait ce projet? Moi, ce serait d'offrir un peu dans le truc de la question de la dictature, un peu, du coup. Mais ce serait de pouvoir offrir à chacun que le territoire, que l'espace soit mieux redéfini en fonction des personnes et que chaque personne, qu'on retrouve une équité en fonction des personnes sur la surface de territoire. C'est-à-dire que selon les activités, forcément, un agriculteur aura plus, mais qu'il y ait un minimum de terre allouée à chaque individu, quoi. Et que ce soit un droit fondamental pour chacun. Au moins pour faire un petit bout de jardin ou quelque chose Et et que ce soit libre, quoi. Et Enfin, plus d'équité, peut-être. ouais, voilà. Mais moi, j'axerais ça sur le côté de l'espace, justement, où si quelqu'un veut faire un jardin, il puisse faire un jardin. Si quelqu'un veut forger, par exemple, il puisse mettre une enclume et forger. Il veut faire de la menuiserie, il puisse faire quelque chose, mais qu'il ait un endroit, que chacun ait un endroit défini. C'est original, ça vient d'où comme réflexion? Je sais pas. Du Mais- vécu, bah, si, c'est un peu aussi les difficultés qu'on peut avoir, nous. Ouais, et puis Quand non, mais- quand tu arrives quelque part et que tu veux faire ta place, que ce soit acheter une maison, t'intégrer sur un lieu où t'as pas grandi, par exemple, je trouve que c'est pas forcément une évidence, effectivement, et qu'il faut quand même vite se battre. Nous, c'est surtout, tu vois, avec les chevaux. Je pense que ça vient de là aussi, on a du mal à... Il y a ça, mais pour moi, ça va au-delà de cette question. Je pense que c'est aussi un process obligatoire pour le développement personnel. Je compare un peu à des individus hors sol qui n'ont rien et qui vivent, qui sont qui n'ont même pas un appartement, qui n'ont rien et je pense que pour l'ancrage personnel, voilà. Je dirais que pour l'ancrage personnel, il y a peut-être une symbolique derrière, mais je trouve que c'est essentiel d'avoir un bout de terrain à soi et en faire ce qu'on veut, quoi. Voilà, même pas grand et je pense que physiquement c'est possible. J'aime bien dire cette phrase. Physiquement c'est possible. Physiquement, c'est possible. Même projet? Ouais, moi j'aurais axé aussi sur, je trouve que ce qui manque sur les échanges un peu multigénérationnels, quoi. Le fait que pour avoir fait des voyages dans d'autres pays, on s'occupe pas du tout de nos vieux, nous. Et qu'il y ait une meilleure prise en charge. Et en fait, c'est même pas de la prise en charge, c'est que ce soit beaucoup plus ancré dans nos schémas de vie, qu'on prend soin de nos anciens et qu'il y ait vraiment un échange avec les générations jeunes et moins jeunes, parce qu'en plus, ils ont beaucoup à nous apporter et inversement. Et là, quand je vois justement avec le système de santé actuel qui part en plus en sucette en France, c'est encore plus de sens. On a l'impression qu'on les met dans des mouroirs et que voilà, ils n'ont plus leur place dans la société. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'eux et on l'utilise pas du tout, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement? Je pense qu'il faudrait repenser le fonctionnement et Mais bon, c'est même pas des mesures, je dirais déjà, c'est presque un... Enfin, il y a des mesures à faire, mais ça serait déjà aussi une prise de conscience, mais on impose une forme de responsabilité de nos aînés, en fait, respectivement. Je sais pas par quelle mesure, mais... Ouais, après ce serait compliqué parce que ceux qui n'ont pas les moyens, il y a aussi toujours cette idée qu'on part... Il y en a qui... On part maintenant tous à crédit dans cette vie chaque mois. Donc il y en a qui forcément sont en positif à la fin.
Il y en a qui ne le sont pas. Si derrière, tu as une famille... C'est ça, mais tu vois, si tu as des réformes, c'est ultra utopique ce que je dis, mais où on te dit, si tu t'occupes de tes anciens, tu as des diminutions de temps de travail, par exemple. Ouais, je suis complètement d'accord avec cette idée. Ouais. Où en fait, on utilise l'argent, la productivité pour mettre les sons. Voilà, et même sur d'autres choses, quoi, du coup. Oui. Quand on voit même les transports, si vous trouvez un job et vous faites pas de kilomètres en voiture chaque mois, vous touchez une aide, des choses comme des subventions positives, quoi. Ça, pour moi, je trouve que c'est concret et je trouve que c'est pas si compliqué au final de mettre ça en place et d'aller dans du positif dans ce sens-là, quoi. Autant pour ceux qui s'occupent de leurs anciens et qui touchent un peu d'aide pour ça, ou ceux qui se déplacent de manière respectueuse, qui touchent des aides pour ça, ceux qui vont faire une activité avec des jeunes au sein du village ou au sein de la commune qui vont toucher des aides pour ça. C'est simple en fait, je trouve. Pour encourager. Ouais, et puis il faut une volonté au-dessus, quoi. C'est toujours le problème, ça, c'est qu'on est toujours dépendant de personnes qui ne partagent pas du tout les mêmes intérêts et puis les mêmes objectifs, quoi. Moi, je pense que il y a vraiment une scission entre un peu le monde d'en bas et le monde d'en haut, comme on peut le voir, et on perd une connexion. Ça reste des êtres humains, mais qui n'ont plus du tout les mêmes repères. Ouais, les mêmes repères. On arrive sur la fin. Qu'est-ce que les chevaux vous ont apporté dans votre vie ? Oula. À tous les deux, j'imagine. Qu'est-ce qu'ils nous ont pas apporté, surtout je dirais... Les factures vétérinaires. Ouais, bon. Le fait d'être en capacité de vivre l'instant présent, majoritairement, je dirais. D'être dans l'instant et pas dans l'intellect et dans la projection. Je crois que c'est le... Ouais, ça ancre pas mal, le cheval. Voilà. Ça ancre pas mal. La liste est longue, mais c'est vrai que ce qui me vient à l'esprit en premier, c'est ça. Premier, la capacité d'être là, ancré. C'est marrant parce qu'on en a jamais trop parlé, mais on est assez raccord. Ouais. Finalement, je la garde. Et l'instant présent. L'instant présent, vraiment. Je pense que même quelqu'un qui n'a pas forcément l'occasion d'être au contact du cheval dès qu'il l'est, de par la prestance que ça peut avoir le cheval, de par la taille, parce que ça peut être intimidant aussi. On replonge tout de suite dans l'instant présent et le cerveau se vide quand même facilement. Et je pense que c'est pas un hasard non plus, et je pense que ça fait aussi un peu un lien entre le monde animal et l'humain. On peut dire pareil du chien, mais le chien, le problème, il y a l'affect quand même, ils ont la fidélité qui fait qu'il s'affosse. Voilà, c'est pas pareil, le cheval. Le cheval, il s'en fout, il n'a pas besoin de nous. Voilà. Donc, il va pas nous flatter. C'est ça, je dirais en deuxième aussi, tu as vraiment le côté l'instant présent, et ce que j'aime, c'est ce qui renvoie leur capacité à nous renvoyer des choses de nous. Et je trouve que chez eux, c'est plus fort parce que, en fait, comme ils n'ont pas de jugement et que c'est dans le ressenti, on ne l'interprète pas. Quand quelqu'un va nous faire une critique, par exemple, on va moins bien l'accepter que si un cheval nous fait la démonstration qu'en fait, on n'est pas... Parce que lui, il va tourner il va se barrer. En fait, si on arrive et qu'il sent qu'on est en colère, qu'on n'est pas en phase ou qu'il a trop d'émotions, lui, ça ne l'intéresse pas. Donc, il va fuir et donc, il nous renvoie quand même quelque chose qui n'est pas hyper agréable. Et quand ça vient d'eux, on le prend forcément avec plus de justesse et moins d'affect que quand c'est quelqu'un qui nous renvoie ça, quoi. C'est assez intéressant aussi. Ouais, puis on a coupé le lien avec le cheval d'une manière utilitaire il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. D'après-guerre et forcément avec l'industrialisation, on a fait un bond en avant à une vitesse exponentielle. Mais maintenant, on voit bien que revenir à un rythme plus lent s'impose et qu'au final, peut-être que le cheval, c'est le bon équilibre aussi. Sans passer pour un amiche, on peut très bien allier le côté technologique et le cheval. Un cheval fait le travail de 7 bonhommes. Dans le ratio, quand on dit signe de chevaux, le ratio, c'est ça, c'est un cheval, 7 bonhommes. Donc une voiture de chevaux, 14 bonhommes, quoi. Donc en fait, avec un cheval, on peut en faire du taf si on accepte de redescendre un peu en deçà, quoi. Ça paraît aussi utopique, mais ça l'est pas tant que ça, quoi, au final. J'aime bien votre proposition, en tout cas. C'est bien, j'avais dit. Quelle question vous aimeriez que je pose à la ou aux prochaines personnes ? Moi j'ai un truc qui pourrait être intéressant, enfin à mon sens, c'est de demander à la personne, de offrir, c'est pas vraiment une question du coup, mais c'est d'offrir l'occasion à une personne
de dire quelque chose à quelqu'un qu'elle a jamais pris le temps de dire ou qu'elle aurait voulu dire à quelqu'un et lui offrir cette tribune-là pour qu'elle puisse le dire. D'accord. Voilà. Défi, Est-ce que c'est pas tant un défi, c'est plus de dire, on a souvent un peu des regrets, de dire cette personne, j'ai fait ça, je n'ai jamais pris le temps de la recontacter, puis le temps est passé, et de dire et qu'en fait ça, de par cette interrogation en quelque sorte, ça revienne dans son esprit, de se dire au final quelque chose qu'on a enfoui. Ça donne l'occasion de ressortir quelque chose qu'on a enfoui vis-à-vis d'une autre personne et dire cette personne à cette époque, ça peut être un truc tout con quoi, mais par exemple il m'a prêté 50 balles puis j'ai déménagé et j'ai jamais pris le temps de lui rendre. Non mais c'est des conneries, ça peut être ça ou ça peut être quelque chose de plus profond. Mais je trouve humainement la chose intéressante. C'est noté, c'est parfait. Voilà. Bon courage pour formaliser ça. Je vais m'arranger. C'est une bonne proposition. Mais je trouve ça cool parce que ça peut renouer des liens aussi. Oui. Même familiaux par exemple. Je me suis à cette époque-là il y a eu ça et puis j'ai réagi comme ça. Et je m'en veux d'avoir réagi comme ça et maintenant si cette personne elle aurait l'occasion de m'écouter, je m'excuse de ça aussi et ça. Je trouve que ça c'est important parce que justement je pense qu'on a tous de l'ego et nous avec nous-mêmes c'est un peu ce que je disais au début. Il faut que ça vienne un peu de l'extérieur et le micro c'est l'occasion que ça vienne de l'extérieur pour créer un peu cette situation-là. Ouais, c'est super, excellente idée. Excellente idée. Pour finir, qu'est-ce que je vous souhaite pour la suite ? Une maison plus isolée. D'être heureux, c'est bien. Oui, une maison plus isolée. Des travaux. Non. D'être heureux, c'est bien. Ouais. C'est plus réaliste qu'une maison plus isolée ? Non. Non, on n'est pas loin quand même d'avoir une maison isolée. La santé. Oui, je pense que c'est important. On n'est que de passage, C'est alors bête, autant qu'on le soit le plus longtemps possible. Et puis avec une bonne santé, du moment que la santé va. Faut rester sur c'est des trucs un peu à la con parce que tout le monde le dit, mais ça reste vrai si ça vit dans le temps. Voilà. Je vous le souhaite en tout cas. Merci en à tout tous cas, les deux. hein. Et puis bonne fin de journée, bonne fête à vous aussi. Au revoir. Blaise Pascal nous a laissé aujourd'hui avec cette citation. Le pessimisme est affaire d'humeur, l'optimisme est affaire de volonté. Plus tard, le philosophe Alain reprendra à peu près cette même citation en ajoutant « Tout homme qui se laisse aller est triste ». On a tendance, c'est évident, à remarquer beaucoup plus facilement ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne marche pas dans nos vies. On voit ce qui pourrait mieux se passer en oubliant de se réjouir de tout ce qui se passe bien. Et quand la morosité prend le dessus, il devient facile de se laisser envahir par le pessimisme. Mais au fait, la morosité prend-elle véritablement le dessus ? Ou n'est-ce qu'une simple représentation de notre esprit ou de ceux qui nous entourent ? Ce qui nous fait arriver à la deuxième partie de cette citation, l'optimisme est affaire de volonté. L'optimisme est un choix. C'est un choix de porter notre attention sur la joie. Et ça, Alexis et Fabienne nous l'ont très bien décrit. J'ai peut-être un peu trop souvent vu l'optimisme comme du déni face à tout ce qui cloche, une manière de se couper du monde et d'oublier nos problèmes. Mais ce que j'ai compris plus tard, c'est que le pessimisme nous fige, nous retient d'agir. L'optimisme, au contraire, nous laisse entrevoir une lumière, un espoir, des choses pour lesquelles se battre, des leviers pour agir. L'optimisme, même s'il n'est pas forcément facile, devient alors une force, un élan pour aller de l'avant. Cet épisode a commencé sous une pluie fine avec Alexis et Fabienne. Nous avons parlé de positivité, de bien-être mental, de rythme scolaire, de futur désirable. Et quand je suis parti, la pluie avait cessé de tomber. Plus tard, je suis tombé sur Élodie et Cyril, qui m'ont laissé entrevoir leurs idées innovantes, leur univers autour du cheval, et là encore, toujours cette notion de vivre ensemble. Pendant tous ces épisodes de Fragments d'essence, le vivre ensemble a été remis sur la table, partout. On a beau rencontrer tout un tas de profils différents, aux vécus divers et parfois complètement opposés, le vivre ensemble, le partage, la rencontre, sont des valeurs communes à tous.
contrairement à ce que diverses sources voudraient bien nous laisser croire. Les liens sont partout, avec tout le monde, et même si nos vécus et expériences nous mènent à exprimer nos valeurs de manière parfois radicalement différente, il ne suffit pas de grand-chose pour ouvrir la porte de la compréhension mutuelle et nous sortir de nos bulles. Tu l'auras compris, c'est mon dernier épisode de la saison, et pour cet hiver, parfois perçu comme maussade et peu propice aux événements positifs, je te souhaite de te focaliser, toi aussi, un petit peu plus sur ce qui compte vraiment. La santé, les gens autour de nous et ce que nous avons en commun, et surtout ce que nous pouvons construire ensemble. Et pour continuer à créer du lien, et comme il se passera un petit peu de temps avant que je puisse poser cette question, ou plutôt ce défi de Cyril et Elodie, je vous retourne à vous aussi, auditeurs, cette demande. Si vous avez quelqu'un proche de vous, ou peut-être qui s'est éloigné avec le temps, envers qui éventuellement vous avez une dette, un regret, un non-dit, un message à partager, ceci est le moment que vous attendiez. Allez-y, acquittez-vous de votre dette, transcendez votre regret, transformez le non-dit en soulagement, c'est ma requête pour vous d'ici la saison prochaine. Et les fêtes approchant, c'est un petit peu le moment idéal. N'hésite pas à nous en reparler en commentaire ou par message direct, ça nous fera très plaisir à Alex et moi d'entendre vos histoires. Et comme d'habitude, prenez bien soin de vous et des gens qui vous entourent. Je remercie encore une fois Alexis, Fabienne, Elodie et Cyril pour leurs précieux témoignages et je te souhaite une belle journée ou fin de journée. Alex te retrouvera la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette saison de Fragments d'essence et quant à moi, je te souhaite d'ores et déjà de belles fêtes de fin d'année. C'était Florian pour Fragments d'essence. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, on t'invite à le partager à tes proches, c'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous laisser une note et un commentaire sur Spotify, iTunes ou même YouTube. Ça prend à peine quelques secondes, mais c'est vraiment essentiel pour notre référencement. On est aussi présent sur Instagram, où on met en avant les moments marquants et coulisses du podcast. N'hésite pas à nous y écrire et nous mentionner. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux nous aider à couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements en faisant un don sur Buy Me a Coffee. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas toi aussi et dès aujourd'hui de rassembler les précieux fragments de nos existences.